Bonjour Yala Kizokidi. Bonjour à vous. Bienvenue sur TV5 Monde, ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous êtes philosophe, je viens de le dire, vous enseignez à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes aussi, parmi beaucoup d'autres choses, comme co-commissaire de la 2e Biennale d'art contemporain de Kinshasa, Yango 2020 ou Yango 2. Vous nous direz les rapports entre l'art et la philosophie. Mais d'abord, je voudrais vous poser une vaste question autour d'un anniversaire, puisqu'on va fêter en 2020 le 60e anniversaire de l'indépendance de pas moins de 17 pays africains, donc en 1960. 60 ans après, selon vous, où en est l'indépendance de l'Afrique ? Alors, il serait scandaleux de dire que rien n'a changé. Mais il serait également un peu outré de dire que tous les pays africains sont aujourd'hui indépendants. C'est intéressant quand on revient sur l'histoire des indépendances, c'est qu'on revient sur une histoire politique, sur l'histoire d'un rêve politique. Et il est important de savoir ce qui a tenu ce rêve politique. Et parler d'États et de pays indépendants, c'est parler d'États qui sont capables de se tenir eux-mêmes comme étant souverains, d'être autonomes, de satisfaire les besoins sociaux de leur population. Et il est vrai que si on regarde un ensemble de pays du continent, et notamment un pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo, le compte n'y est pas. Alors, à propos de décolonisation, ou plutôt de la période coloniale, on va écouter ensemble ce que Emmanuel Macron en disait. C'était il y a quelques jours, à l'occasion de sa visite en Côte d'Ivoire. On écoute le président français. Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été, et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Un commentaire sur cette erreur et cette faute profonde de la République, cette reconnaissance par le président ? Écoutez, je pense que c'est extrêmement important. Ce discours est important parce que la colonisation a été longtemps un non-sujet dans notre pays. Et enfin, on a une parole d'État en fait qui met ce sujet en avant. Et ça me paraît très important parce qu'il traverse à la fois l'histoire de notre pays, la France, et l'histoire des diasporas, en tout cas africaines, qui composent ce pays. Il y a toute une polémique en France sur est-ce qu'il faut faire cette repentance ou pas. Il y a eu des... Mais ce n'est pas de la repentance. On parle de faits. On parle de faits. Alors après, on a affaire à un discours politique, donc on peut toujours interroger le vocabulaire qui est utilisé par un chef d'État et par un homme politique pour parler de faits historiques. On a beaucoup déploré les anachronismes du discours d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est important, c'est que moi, j'aimerais pousser le discours un peu plus loin. Il y a à la fois la question des... moi, je préférais son discours de 2017 sur les crimes contre l'humanité. Là, il y a quand même un changement de discours. C'est en Algérie, tout à fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser à la fois à la question éventuellement de ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, ce que la France a effectivement fait pendant la colonisation, et de ce qui s'est passé ensuite au moment des décolonisations, et la longue histoire qui a suivi. Donc moi, je pense qu'il est important, effectivement, que ces histoires, ou que l'histoire de la colonisation et des décolonisations, soit un débat national dans notre pays. Alors là, évidemment, le président faisait allusion à l'aspect politique et économique de la décolonisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'intellectuel et révolutionnaire antillais Frantz Fanon, qui parlait, lui, de l'indispensable décolonisation des esprits? Elle est nécessaire. Alors, peut-on ne pas être d'accord avec Fanon? En tout cas, dans mon cas, je trouve que ses propos sont extrêmement forts, parce que ce que pointe Frantz Fanon, c'est aussi l'idée que la question coloniale a à faire avec des traumatismes sur la psyché, a à faire avec notre vocabulaire, a à faire avec nos représentations symboliques. Il était psychiatre, d'ailleurs. Il était psychiatre. Ouais. Et donc, il y a tout ce travail sur la psyché, sur le trauma, qui est central dans les réflexions que Fanon va construire sur la libération du continent africain. Donc tout le travail de décolonisation, on dit aujourd'hui dans les langages de l'université, de décolonisation épistémique, de décolonisation des savoirs, sont centraux, en tout cas, pour pouvoir ouvrir d'autres imaginaires qui ne sont pas captés par les hiérarchies qui sont propres au langage colonial. À propos de l'imaginaire africain, je voudrais vous faire réagir à une autre déclaration sur l'Afrique d'un autre président français, c'est Nicolas Sarkozy, qui s'exprimait en 2007 à Dakar dans ce célèbre discours. On va l'écouter quelques instants, c'est très bref. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment vous aviez réagi à l'époque et encore aujourd'hui à cette phrase de Nicolas Sarkozy? Je n'y réagis plus, mais bon, c'est quand même un peu le discours de l'indignité, en fait. On n'a pas à tenir ce genre de propos quand on est un chef d'État, on n'a pas à tenir ce genre de propos précisément quand on va sur un continent où on a encore une présence très très forte sur le plan économique et commercial. Donc, comment la philosophe que vous êtes interprète cette phrase du président français? Alors cette phrase, après, on peut vraiment la lire. Elle est, comment dirais-je, comme une espèce d'exemplification du type de discours qu'on a toujours tenu sur l'Afrique et qu'un philosophe comme Valentin Mudimbe appelle les discours qui composent la bibliothèque coloniale. Et le propre de ces discours, c'est qu'ils disent toujours la même chose, à savoir
savoir que l'Afrique, c'est le paradigme de la différence absolue. Quand il y va de l'Afrique, en fait, en général, le discours européen perd un peu la raison et se met à imaginer des mondes fantasmés, etc., où l'autre africain représente l'altérité radicale. Celui donc qui n'est pas entré dans l'histoire, celui qui n'a pas d'écriture, celui qui n'a pas de raison, etc., etc. Vous venez de faire allusion à la bibliothèque, comment dirais-je, coloniale. Ouais. En fait, vous posez la question de la pensée, de la philosophie africaine. Comment penser l'Afrique et surtout, qui pense l'Afrique? Tout à fait, et c'est précisément ce genre de questions qu'on va retrouver dans... Alors, il y a énormément de polémiques en France, de très mauvaises polémiques, car elles sont peu informées sur les études postcoloniales, les études décoloniales. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans ces champs de réflexion, en fait, qui sont hétérogènes, ça il faut le rappeler, c'est qu'il s'agit précisément, en fait, de produire des discours qui ne répètent pas ce lexique, cette grammaire, ces codes qui font du non-européen le paradigme ou l'exemple de la différence absolue. Ou un être de lacune, un être lacunaire, auquel il manquerait nécessairement quelque chose. Parce qu'à travers l'histoire, les philosophes ou les anthropologues occidentaux, ils ont souvent refusé l'existence d'une pensée africaine en tant que telle. Disons que la représentation de l'Africain dans le discours colonial, c'est la représentation d'un corps sans sujet, d'une subjectivation impossible, d'une pensée impossible, ce qui fait qu'effectivement, si on pense se représenter l'autre comme un corps, c'est évidemment concevoir que cet autre ne peut pas produire de philosophie. Ouais. Alors vous avez écrit sur les origines de la philosophie africaine, et j'essaye de résumer en une phrase, vous dites que la philosophie africaine, elle n'a pas d'origine grecque. Non, je dis pas ça. Non. En fait, non, J'ai mal compris. Non, pas du tout. Non, je vous en prie. Non, en fait, je n'entre pas dans la querelle des origines. Ça ne m'intéresse pas de savoir quelle est la naissance des origines. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la question des origines a été traitée dans l'histoire de la philosophie pour exclure d'autres géographies de la philosophie. C'est-à-dire quand on pense quelque chose comme un miracle grec, on a affaire à un énoncé de foi, à un énoncé théologique. On ne parle jamais du miracle pour penser l'histoire des idées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce discours sur le miracle grec qui a fait qu'à un moment, on s'est constitué un peuple élu, le peuple des philosophes, on a légitimé une filiation, la philosophie ne peut être qu'européenne, et à ce titre, les autres espaces du monde n'ont pas droit à la philosophie. Il y a une philosophie africaine. Vous revendiquez une philosophie africaine? Il y a de la philosophie en Afrique. Après, pas une philosophie africaine, il y a des philosophes en Afrique, il y en a eu depuis longtemps, il y en a encore aujourd'hui de très très grands, donc ils sont là. Et alors, certains de ces philosophes africains se retrouvent aux ateliers de la pensée auxquels vous avez participé à Dakar. Quel est l'objectif justement de ce forum des intellectuels et des artistes aussi africains qui se réunissent la 3e fois, je crois, à Dakar? Alors il est important de dire que ce sont à la fois des artistes africains, des intellectuels africains, mais aussi des diasporas. Et puis il n'y a pas non plus que des Africains. Mais il est important en tout cas, et là je me fais le truchement peut-être d'Achille Mbembe, de Felwine Sarr, qui sont les fondateurs de ces ateliers. Ce sont des grands noms intellectuels d'aujourd'hui. De la pensée africaine contemporaine, bien sûr. Il s'agit vraiment de créer un espace en Afrique où on pense l'Afrique, certes, et aussi le monde. Et on le fait aussi, et c'est important, en langue française. Parce qu'il est vrai que dans les espaces anglophones, le fait que l'Afrique devienne un objet de réflexion comme tel, digne d'intérêt, c'est une chose qui est déjà présente depuis longtemps. Et donc là, il y a encore tout un travail à faire, en tout cas au moins en langue française, et pas seulement, dans les langues africaines également, pour aller dans le sens de cette redécouverte, de cette pensée de l'Afrique-monde, et du monde à partir de l'Afrique. Oui, alors au cours des ateliers de la pensée, la question des migrations a été abordée. On parle le plus souvent, quand on parle des migrations, de la crise migratoire, du sud vers le nord. Et vous, en fait, vous posez la question du retour à l'Afrique, et même d'un retour politique. Ce qui veut dire que la diaspora africaine, dont vous faites partie, rêve d'un retour à l'Afrique? Certainement une partie de la diaspora. Après, quand je parle de retour politique, c'est précisément pour ne pas en faire de l'idée de retour une idée prescriptive. C'est-à-dire que si vous avez des liens avec l'Afrique, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de construire votre rapport à l'Afrique. Moi, je veux le construire, parce que vous parliez des décolonisations au début de cette interview, mais un ensemble d'enfants de la diaspora africaine qui sont nés en Europe et qui ont grandi en Europe ont été portés par les rêves politiques de leurs parents. Comme vous, vous êtes né à Bruxelles? Je suis né à Bruxelles, d'un père congolais qui a fui le moboutisme, et j'ai été portée par les rêves des indépendances avortées. Et quand vous grandissez à l'intérieur de rêves politiques, qui sont beaux et qui sont
fort. L'enjeu, c'est de vous dire, mais comment finalement enfin pouvoir les réaliser. Donc c'est pour ça que je parle d'un retour politique et non pas d'un retour qui serait nécessairement saisi dans la gangue de réflexion culturelle, culturaliste ou identitaire. Alors je disais au début, il nous reste peu de temps pour en parler. Vous êtes aussi la co-commissaire de la Biennale d'art contemporain de Kinshasa, Yango 2, après la Biennale donc, de 2014. Comment la philosophe que vous êtes se retrouve à la tête d'une grande manifestation artistique? Alors déjà, je suis co-commissaire, donc je vais juste citer la personne avec laquelle je travaille, Sarah Alonso Gomez, qui est historienne de l'art et qui est cubaine. Et c'est un cadeau qui est tombé du ciel. Je dois à l'écrivain congolais Sinzo Aonza qui m'a proposé en fait de reprendre cette biennale. Donc c'est un cadeau. Alors le combat que vous menez pour la pensée et la philosophie africaine, c'est le même que celui que vous menez pour l'art africain? Je sais pas, moi je viens d'arriver, donc j'ai accepté parce que en ayant grandi en Europe, moi j'ai redécouvert la RDC et Kinshasa à travers ce que les artistes en faisaient, les artistes congolais internationalement connus. On voit des images de la première biennale en 2014, là, voilà. Et donc il s'agit de défendre, mais surtout de travailler avec des artistes dans un lieu extraordinaire, dans quand même une capitale mondiale de la culture. Là je parle de Kinshasa, donc c'est un cadeau extraordinaire. Alors cette biennale, la biennale, elle va s'étendre sur toute l'année 2020? Oui, alors il y a 3 dates qui vont être importantes. La première date, donc elle arrive bientôt, ce sont les grands ateliers de février que nous effectuons justement en partenariat avec les ateliers de la pensée de Dakar et avec un collectif, une coopérative d'artistes, Nakuya La Vie est Belle. Et l'enjeu de ces premiers ateliers, c'est de lancer les travaux autour de la biennale. On aura ensuite une deuxième série d'ateliers en juin et la biennale qui se tiendra donc en janvier-février 2021. Et à qui s'adresse cette biennale? Parce que j'imagine que c'est comme un public relativement... on va dire haut de gamme, éduqué. Cette biennale s'adresse au monde entier. C'est-à-dire que je donne rendez-vous au monde entier, nous donnons rendez-vous au monde entier à Kinshasa. Dans plusieurs endroits de Kinshasa? Dans plusieurs endroits de Kinshasa, donc pas seulement les endroits institutionnels dédiés à l'art, et là ça répond précisément à votre question, mais aussi dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. L'art contemporain, il est vivant aujourd'hui en Afrique et en RDC en particulier? En RDC, il est plus que vivant. Il est plus que vivant. En témoigne le nombre d'initiatives, le nombre de collectifs d'artistes, les biennales, je pense à l'extraordinaire biennale de Lubumbashi, ou encore à la biennale de Vichwa Milambwe à Kinshasa il y a peu de temps. Donc il y a une créativité, une force qui est portée par les artistes, la scène artistique kinoise, qui ne se voit nulle part ailleurs peut-être. Voilà, merci beaucoup. Bonne biennale à Kinshasa. Merci à vous. Merci Yala Kizukidi de nous avoir parlé de l'Afrique avec autant de passion. Merci à vous.